Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, ce soir, nous nous retrouvons pour un premier exemplaire, et peut-être le dernier, d'un apéro auto qui changera un peu de nom parce que le format évolue un petit peu. C'est-à-dire que j'ai eu le bonheur de pouvoir inviter des camarades de la concurrence. Alors, je ne sais pas si je dis de la concurrence, c'est d'autres gens qui écrivent sur l'auto et sur des choses un peu décalées par rapport à ce qu'on fait. Et je trouve que c'est assez sympa, comme nous, on essaye de partager aussi ce que font les autres parce que voilà, quand c'est bien, c'est bien. Et puis, ce n'est pas de la concurrence. Et donc, je suis super content d'accueillir Nicolas Perruque, mon associé acolyte. J'ai pas dit. Ah oui, j'ai vu. Et surtout, je vais y arriver. Mickaël, de Blog Moteur, le mec qui est sponsorisé par Volkswagen, pour ceux qui verront peut-être la vidéo, mais voilà, donc ça fait rigoler parce qu'on va parler un peu de Volkswagen. Donc voilà. Là, il y a un peu d'Audi aussi, mais bon. Et enregistré ton Audi d'ailleurs, tiens, il faut qu'on en parle. Jonathan du Blog Moteur aussi. Alors, c'est Mathias, mais c'est Mathias Jonathan, donc je t'en veux pas, François, t'inquiète pas. Non, mais c'est bien, non, mais tabasse-moi la gueule. Direct, bim. Donc, et puis c'est deux Blog Moteur. Ils sont venus à deux parce qu'ils avaient peur de se faire péter les dents, parce qu'ils sont pro Volkswagen. Non, je taquine. Et le dernier, et non le moindre, qui pour moi est une référence dans la culture automobilistique électrique en particulier. C'est notre maître à tous. Et puis surtout, il a une qualité exceptionnelle. Circuitez-moi, s'il vous plaît. Son prénom est François et de son nom de famille, Mortier. Donc voilà, donc un petit peu de diversité dans la discussion. Et puis, c'est moi qui ai proposé pour essayer de faire avancer le business. Et la fois prochaine, ça sera mes camarades qui décideront. Ça, ils ne le savaient pas, mais c'est eux qui donneront les sujets. Comme ça, on fera tourner. Je trouve que c'est une proposition que j'ai auto-adoptée. Donc, j'ai pris les commandes cette fois-ci, mais je les refile pour la fois prochaine. Et donc, comme je suis un mec méchant, désagréable, je me suis dit qu'il y avait un truc qui marchait super bien aujourd'hui et en ce moment dans l'automobile, ça s'appelle les voitures électriques. Et donc, pour faire très court, il y a des trucs qui marchent super bien, c'est l'Ami. Je l'ai essayé, j'adore la caisse, par contre, en termes de qualité, fiabilité. Une idée 3, bon, a priori, ils sont en train d'envisager de remplacer le logiciel qui a été développé à partir d'un ZX81 de 1983 par un vrai qui marche. Windows On parle aussi de i208. Enfin, c'est bien, de toute façon, à part Tesla qui s'en sort à peu près, parce qu'en fait, les merdes, ils les ont fait avant. Globalement, ils sont tous avec des casseroles. Et puis, c'est ma conclusion d'introduction. C'est assez frais parce qu'on retrouve des voitures qui ont des défauts, qui ne sont pas toutes parfaites, qui ne sont pas toutes au même niveau de performance, etc. Et je trouve que ça renouvelle un peu le genre et ça nous donne l'occasion d'avoir et de dire des choses nouvelles, d'avoir enfin des choses à dire. Parce qu'avant, on disait que des conneries. Enfin, moi, je parle. Parce que je ne disais que des conneries. Donc, je vais faire l'introduction avec mon ami qui est obligé de se réfugier dans une Subaru parce qu'il n'a pas l'électricité chez lui. C'est Nico. Et il va commencer par… Il a eu un contact avec quelqu'un qui a acheté une belle ID3. Et après, vous voyez, je fais mon introduction, après, je ne parle plus. Et qui est vachement content. Et on va lancer ça. Puis après, vous dites ce que vous voulez. Puis je participerai de temps en temps quand il y a besoin. Nico ? Oui, alors effectivement, c'est un client Volkswagen qui m'a contacté par Twitter, où je ne mets jamais les pieds, mais en fait, le gars m'a retrouvé parce qu'on a fait une émission avec Cyril Drevet sur Turbo, bref, où on parlait d'électricité un peu. Et le gars nous a envoyé un mail en disant « Bon les gars, c'est bien gentil, mais moi j'en ai acheté une et j'ai des choses à dire. » Donc le gars, je l'ai appelé, il m'a envoyé tout un dossier. Vous voyez, c'est écrit petit, mais j'ai quand même une dizaine de pages. Donc je vais essayer d'être synthétique. En gros, c'est un client Volkswagen pure souche. Hein, c'est-à-dire que le gars, avec son frangin, ils ont une boîte de pompes funèbres. Et ils ont eu plusieurs dizaines de Volkswagen depuis 20 ans. C'est-à-dire que je pense qu'ils en sont au moins à 40 ou 45 voitures du groupe Volkswagen. Volkswagen, Seat, enfin ils sont au groupe Volkswagen. C'est ça. Enfin bon, la conclusion, Nico, c'est quoi ce que tu retiens ? Donc déjà, ça part très mal. Après, j'énumère un peu les problèmes qu'il a. Problème de batterie, l'écran qui s'éteint tout seul, le Bluetooth qui ne marche pas, les Apple CarPlay, tout ça, ça ne fonctionne absolument pas. Le service WeConnect, il n'est pas disponible. Un vrai casse-couille quand même. Pendant ce temps-là, le gars, il a toujours pas
il a toujours pas sa borne, donc il recharge sur une prise domestique. Ça prend, t'imagines. Et à chaque fois qu'il démarre sa bagnole, il a un truc d'alerte, en gros, qui lui dit Bon, d'aller à l'atelier. Monsieur Lapéroux, je vous arrête. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, nous avons un représentant de Volkswagen parmi nous. Non, mais je commence à avoir un peu chaud. Bon, Mathias, pas Mathias, ça y est. Il a carrément le pull. Pas eu, Mathias. Michael, Donc, après, je passe à la version supérieure. Le mec est tatoué, quoi. On n'a pas envie de voir tes sous-vêtements, Michael. Hein. Nico, il m'excuse, mais Michael, qu'est-ce que t'en penses de ton côté? Parce que c'est pas méchant, je veux dire, vous avez pas mal essayé de Volkswagen, vous êtes honnête vis-à-vis de Volkswagen. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, moi je trouve qu'effectivement, c'est une succession de péripéties qu'on n'aimerait pas avoir. Clairement, j'ai l'impression qu'ils les accumulent tous. Maintenant, est-ce un cas isolé? Est-ce que d'autres témoignages existent? C'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Je pense que les gens qui ont acheté, alors, je parle de mon expérience personnelle, mais j'étais dans une boîte qui avait eu des subventions à l'époque pour se munir de Kangoo électriques, les fameux Z2 là à l'époque. On a eu les bornes, etc. Et on a eu des soucis. Il y avait l'allocation des batteries, il y avait les batteries quand il faisait trop froid, et ben, c'est pas la même autonomie. La borne, si le flingue n'était pas bien enclenché, ben, la recharge ne se faisait pas. Enfin, il existe des tonnes et des tonnes de problèmes. On se retrouve finalement face à des nouveaux problèmes, mais malheureusement, les personnes qui ont acheté des véhicules thermiques il y a 10 ans de ça ont pu très bien avoir des problèmes directement sortis de concession. Je me souviens d'un exemple d'un acheteur de Lada qui a démarré sa voiture, est sorti de la concession, la voiture a brûlé. C'est impossible, monsieur. Voilà, je me souviens, j'ai bossé dans une boîte en fait d'assistance dépannage. Il y avait un gars qui avait acheté sa Volkswagen à l'époque. Bon, c'est une Volkswagen pour le coup, mais il avait acheté un transporteur Volkswagen. Il est arrivé jusqu'à Lyon sans huile dans le moteur. Il est arrivé à faire Turin-Lyon sans huile dans le moteur. Mais il est arrivé à Lyon, par contre, il était dans la merde. Et la voiture tu trouves bien que c'est costaud quand même. C'est un diesel, monsieur. Voilà. Je pense qu'il y a toujours des problèmes, quoi que ce soit, juste de ne pas avoir cette malchance, finalement. Ouais, alors, il y a les problèmes. Oui, je suis méchant, je résume ça sur un truc, c'est qu'avec l'électrique, avant, avec les thermiques, on me disait, toi, tu as acheté la caisse qui était fabriquée du lundi matin. Je ne sais pas si vous avez connu cette expression de nos pères. Ouais. Mais moi, ce qui est l'avantage, c'est que maintenant, avec les voitures électriques, c'est que tu achètes une caisse du lundi matin qui est fabriquée toute la semaine. Alors, pour revenir sur le cas présent, là, il y a les problèmes de panne récurrentes. Bon, ça, c'est une chose que Volkswagen n'arrive pas à résoudre. Mais il y a aussi un autre problème et un deuxième problème, c'est que le gars, il roule en éco toute la semaine. Apparemment, il a le pied léger. Et il dépasse jamais les 250 bornes d'autonomie pour 419 d'annoncés. Donc ça, c'est un autre problème. Et c'est encore pire depuis la mise à jour. C'est-à-dire que là, il a perdu 50 bornes depuis la mise à jour. Donc Volkswagen, officiellement, lui a répondu en lui disant que ça allait s'améliorer petit à petit. En attendant, le gars a demandé... Il habite, mais en plein hiver... Ça dépend. Oui, bon, après, voilà, l'autonomie... Développer, il y en a un qui développe sur le froid avec les batteries, là, parce que c'est pas... Alors moi j'ai quelque chose à dire. Effectivement, je pense que vous avez entendu il y a 2 semaines. Enfin, je m'adresse aussi à François parce que je crois que les transports en commun, c'est un peu ton dada aussi. Oh, ça va parler d'Amiens, je sens. Oh oui, exactement. Oui, bah, ces fameux bus, effectivement, où ils sont aperçus qu'ils ne fonctionnaient pas avec les températures négatives. Et a priori, ils n'avaient pas forcément été sensibilisés à ce fait. Et ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, Amiens, a priori, c'est pas forcément connu pour avoir une météo estivale, on va dire. Donc ouais. Après, je pense, François, t'as pas l'air d'accord sur la météo d'Amiens. Si. Ils ont la météo d'Amiens, j'y suis pas allé si souvent que ça, mais c'est sûr que c'est une ville qui est susceptible de tomber sur des températures négatives. Ils ont acheté des bus espagnols d'origine Irizar, si je le dis avec l'accent, et ils n'ont pas été la seule ville à avoir des bus électriques à ne pas fonctionner cet hiver. On a eu le cas à Nancy en France également, et si vous allez un peu plus loin en Europe, à Moscou, à Berlin, il y a eu des bus, mais vous avez des réseaux intégralement électriques à Copenhague, à Oslo, à Stockholm,
n'ont pas eu de problème, les bus de Paris non plus. Alors certes, vous avez une autonomie qui est décroissante, mais après, il faut voir dans quelles conditions ils sont conservés. Dans le cas des bus d'Amiens, précisément, il semblerait qu'ils dorment dehors, ce qui est déjà pas génial s'il se met à neiger, et que tout est connecté. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, le système de frein qui fonctionne avec du gaz sous pression. Si le moteur n'est pas capable de démarrer et ne met pas le gaz sous pression, les freins restent bloqués et la voiture ne bouge pas. Enfin, le véhicule ne bouge pas. Alors, ils ont probablement pris l'offre la moins coûtante, parce que c'est le principe d'un appel d'offres. Tu prends l'offre la plus compétitive. Était-elle la plus techniquement avancée? A priori, il est permis d'en douter. Et moi, pour compléter un élément de météo, parce que c'était ça mon travail d'avant, non, je déconne, c'est que ça fait 5 ans quasiment qu'on n'a pas eu, en tout cas sur la partie nord de la France, un vrai hiver qui force un peu. Là, cette année, on est descendu de façon régulière et de longue durée à des températures négatives. Et donc là, moi, je suis des groupes I208, ID3, enfin tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est vraiment très transversal. Et les gens découvrent le fait que quand il fait -5, -7, l'autonomie a divisé par 2. Ouais. Il faut réchauffer la batterie. Je fais un aparté de 2 secondes, par exemple, sur les bus Irissa. Ils n'avaient pas de pompe à chaleur pour le chauffage. C'est-à-dire qu'il y a certains des bus qui ne pouvaient pas démarrer parce qu'ils faisaient limite 5 degrés dedans pour les usagers. Parce que sinon, il fallait allumer les rhéostats, les chauffages par résistance, grippin, quoi, quasiment. Et ça te flingue ta batterie en moins de 2. Est-ce que c'est responsable de mettre ça encore sur des véhicules? On sait que Renault, par exemple, ils ont été les premiers à développer une pompe à chaleur pour la Zoé. Ça a quand même installé énormément d'autonomie pour les véhicules électriques. Et je ne suis pas tout à fait sûr que tu aies de la pompe à chaleur sur quasiment tous les véhicules électriques aujourd'hui. Ouais, de plus en plus, je crois, mais ils l'ont pas tous. Et sur l'ID3, c'est une option. Et même sur une Tesla, c'est de l'option. C'est pas du systématique. Ouais. Tout à fait, tu as raison. Et au-delà de ça, pour ce qui est de l'autonomie, bon, les gens peuvent se plaindre à raison sur une voiture qu'ils ont payée probablement plus cher ou en tout cas récemment et à un coût assez élevé, parce que même si l'électrique se démocratise et que les offres d'options à l'achat au mois, en location longue durée, font que à la dégression, ça commence à tomber. Mais effectivement, si tu regardes au prix exact et avec ton achat de borne comme le gars de ce client-là, évidemment, tu peux avoir l'impression que c'est plus cher. Reste que ton téléphone aussi décroît en autonomie. Moi, le mien, il fait plus sa journée depuis qu'on est passé sous les températures négatives, alors qu'avant, il s'en sortait très bien. Alors, tu as entièrement raison, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, en fait, la spécificité du gars, là, c'est que, en gros, Volkswagen, au départ, si tu veux, il avait une autonomie qui était acceptable, qui était en dessous, bien sûr, du WLTP, parce que tu as rarement des galets sur une voiture électrique. Mais en fait, du coup, Volkswagen lui a fait une mise à jour, et en gros, depuis la mise à jour, il a perdu 50 bornes, 40-50. Oui, parce que pour la petite histoire, pour bien suivre les trois, je le fais en 15 secondes, c'est qu'en fait, ils ont des problèmes de consommation résiduelle de la 12 volts, et donc ils ont fait des bypass, des bricolettes qui fait que ça consomme plus de jus sur la batterie principale pour éviter que la bagnole soit en rade. Donc, voilà. Oui. Après, j'ai envie de dire, pour l'instant, on est sur l'ID3. C'est pas pour ça que d'autres modèles n'ont pas de problème non plus. Oui, non, mais clairement. Donc, pas plus tard il y a 2 semaines, on est allé récupérer en parc-presse une Clio électrique. Elle est hybride, c'est ça? C'est ça, e-tech, ouais. La e-tech, ouais. Elle est partie en cacahuète complète. On est allé la ramener parce que l'écran de bord ne s'allumait plus, etc. Défaut batterie, défaut allumage, etc. Il y avait ça faisait le sapin de Noël parce qu'il faisait trop froid et que voilà. Donc. Là, c'est quoi, full électrique? Non, c'était l'hybride. Ouais. C'est l'équivalent d'une Yaris. Ouais. Voilà. C'est de l'hybride léger ou c'est du vrai hybride? Très hybride. Non, c'est du vrai hybride. Oui, parce que maintenant il y a plein de dénominations. Enfin, j'appelle ça léger parce que, mais oui, c'est pas du 48 volts, c'est un vrai hybride avec quand même une batterie, même si tu ne la recharges pas. Comme une Toyota, excusez-moi de. C'est ça. Oui, exactement. Hybride. C'est ça. Donc voilà. Mais ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que quand tu parles avec des ingénieurs de n'importe quelle marque, et notamment, il n'y a pas longtemps, j'ai pas mal échangé avec un mec là qui avait monté une ou deux petites marques aux États-Unis. C'est un petit constructeur, on va dire. Et le gars t'explique qu'aujourd'hui,
technologiquement, c'est plus facile en fait de faire une voiture électrique que une voiture thermique. Parce que les normes, les machins, les trucs, c'est toujours c'est de plus en plus compliqué. Et que, en fait, un moteur électrique, c'est extrêmement simple. En fait, t'as jamais de panne de moteur électrique. Tu as finalement toujours le même système, une batterie qui est accouplée à un moteur. Sur le principe, c'est pas très compliqué technologiquement. Alors, on peut estimer que, j'imagine qu'à un moment donné, quand les problèmes de jeunesse vont... Parce qu'en fait, c'est souvent des problèmes électroniques, finalement, plus que de composants du système électrique. Nico, d'accord, mais moi, je veux que les autres tu vois, rebondissent par rapport à ça. Mais quand tu regardes les 208 qu'on a, nous, essayé, tu as l'impression que le logiciel de gestion de l'autonomie, c'est un Ori Catmos de 1984, quoi. Je veux dire, oui, non, mais... 50 derniers kilomètres, il te met la moyenne de consommation, il l'applique sur ce que tu as comme puissance et il dit, il te reste ça à faire. Tu as envie de dire, excuse-moi, mais à la limite, c'est moins, votre calculateur et votre programme, il est moins puissant qu'une calculatrice à 4 € achetée chez Action, quoi. Faut arrêter, quoi. Ouais, mais au final, je pense que... Vas-y, détente, vas-y, lâche-toi, François. François, dis-nous. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, j'ai peut-être coupé la parole à Mathias, à qui je la rends à peu près 33 secondes. Juste pour dire que la 208 et le DS3 Crossback ainsi que la Corsa électrique, et si vous voulez à peu près tous les utilitaires PSA à l'heure actuelle qui utilisent le même moteur électrique, parce que Nicolas a raison, c'est très simple d'installer l'électrique. On le voit d'ailleurs chez tous les rétrofitteurs. Vous virez la timbale thermique où vous avez du réglage de carburateur, du réglage injection, vous ne savez pas quel est le joint qui fuit et qui fuit pas. Et une SM électrique, ça serait la voiture la meilleure du monde. Simplicité technique, douceur de fonctionnement et classe esthétique absolue. Bon, sauf que ce serait un peu sacrilège sur le véhicule. Reste que pour les constructeurs, ils étalonnent la même chose, une sorte de base technique, et après ils la mettent à peu près dans tout et n'importe quoi. Mais le cas précis de la 208 i208 ou de la DS3 Crossback Intense, ceci est a priori d'avoir le moteur qui consomme le plus de kilowatts au kilomètre. Tout à fait. C'est franchement et encore gênant. plus sur voie rapide, l'écart entre en même temps, c'est pas fait pour ça non plus. Ah ouais, non, mais tu prends un Hyundai Kona par exemple sur autoroute, tu prends une i208. En gros, je pense que tu en as un qui fait 5 litres au 100 et l'autre qui fait 9 ou 10 litres quasiment, quoi. Oui, pas le double, mais 15 kilos, et sur un i208, tu arrives à monter à 22 kilos avec les mêmes. Et moi j'ai fait Paris les Alpes par l'autoroute avec avec Clémence là qui avait un électrique, et je crois que la consommation finale à 130-135 tout le long, elle devait être autour des 16 kilowatts. Ce qui est, je suis sûr que tu prends une i208, t'es à 22-23, c'est un gouffre. La parole à Mathias. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que la sensation que ça me donne, c'est que c'est surtout lié, c'est pas forcément lié aux composants, je pense que je rejoins François en disant ça, mais le moteur électrique en lui-même, au final, c'est assez simple. Les batteries, ça peut éventuellement merder, mais ça reste un fonctionnement, on va dire, assez facile à intégrer. Ce qui va poser difficulté, effectivement, et au fait, ça rejoint, je pense, l'idée 3, ce que tu évoquais, là, l'exemple de la personne que tu évoquais, Nico, c'est le problème des logiciels, en fin de compte, qui vont se rajouter par-dessus, avec des constructeurs, je pense aussi, qui sont en difficulté, parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, l'électrique, c'était ce qu'il fallait faire d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas, c'était ce qu'il fallait mettre en avant. Et je pense que quand ça fait plus de 100 ans que tu fais des véhicules thermiques, et pas entre guillemets du jour au lendemain, mais pas loin quand même, tu es obligé d'industrialiser des voitures qui sont complètement différentes de ce que tu as toujours fait, forcément ça pose des problèmes. Et l'ID3 là, que tu évoquais, Nico, c'est exactement ça. L'ID3, de toute façon, ça cristallise un peu le problème, parce qu'on a bien compris, même avant que la voiture soit lancée, on a entendu, ça a pris des mois et des mois pour que la voiture arrive dans les concessions, parce qu'il y avait ce fameux problème logiciel. Et malheureusement, de ce que tu expliques, Nico, c'est que ça n'a toujours pas été résolu, ou il y a d'autres problèmes qui sont ajoutés par-dessus, quoi. Mickaël, je coupe. Non, je te voyais réagir il y a 2 minutes. Je te passais la parole, mais. Non, je suis d'accord avec ce que dit Mathias. C'est vrai que je pense que les constructeurs, surtout en Europe, ont une pression monumentale avec toutes ces normes WLTP qui sont. On en reparlera sans doute dans un sujet un petit peu plus ultérieur. Mais disons que non, je pense qu'effectivement, il y a un réel besoin de très vite se former, très vite industrialiser une technologie qui sur le papier est extrêmement simple, mais qui finalement, à l'association des différentes parties, bug, quoi. Mais je veux dire, quand on est dans le monde de l'électronique ou autre, tout n'est pas si simple, hein. Je veux dire,
il arrive parfois, enfin, les premiers Windows 95, quand ils ont été mis sur le marché, il n'y avait pas les mises à jour comme qu'on a maintenant toutes les 5 minutes. Mais combien de personnes ont eu des écrans bleus alors qu'ils venaient d'acheter leur ordinateur? Mais là où tu as raison, et là, c'est là où moi je suis désagréable avec Volkswagen, c'est que aujourd'hui, ils sont en train de se mettre à jour, de mettre à jour un logiciel pour potentiellement mettre à jour à distance une partie de leur logiciel qui n'est même pas conçu pour être mis à jour à distance. Et tu as envie de dire, les gars, regardez, il y a l'autre bras cassé de milliards, l'homme le plus riche du monde, qui a fait un truc, ça fait 8 ans. Il faudrait peut-être se poser la question en se disant, mais putain, l'autre con là, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être pomper un peu, quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Maintenant, quand on a l'habitude d'être dans un monde hyper connecté, comme les téléphones, comme les ordinateurs portables, enfin, les ordinateurs tout court, ou même les jeux vidéo. Si on prend l'exemple, si on veut faire une petite comparaison, on reçoit une PlayStation 5 qui vient juste de sortir, qui est censée fonctionner parfaitement. Et puis, en fin de compte, on se tape 3-4 mises à jour. Alors, la manette ne répond plus. Alors, après, c'est le micro qui ne répond plus. Après, votre appareil Bluetooth, il se met plus, il se connecte plus. Chez Xbox, c'est pareil. Enfin, de partout. Tesla a eu des soucis aussi, hein, à mise à jour de ses OS. De temps en temps, l'écran ne répondait plus ou ils ont amélioré plein de choses comme ça. L'aération qui se met sur les modèles 3, je crois qu'il y a eu un souci d'aération, je crois. Aux États-Unis, c'est un peu un ascenseur émotionnel où en fait, ils passent de la première à la dernière place de tous les classements fiabilité et chaque année, ça fait les choux gras parce qu'il suffit d'avoir, comme tu dis, des mises à jour ou des équipements qui dysfonctionnent et ça peut complètement obérer leurs résultats. Et dans un monde, dans le monde des informaticiens, c'est souvent comme ça. On développe un programme, on dit bah, c'est génial, super, bah là, vu comme je l'ai fait, vu comme je l'ai codé, c'est parfait, on arrive à ce que vous voulez. Tu le mets en prod et bim, ça fait une cascade sur autre chose et ça déconnecte autre truc. On est tout à fait d'accord. Mais attends, le constructeur automobile qui se dit non, mais attends, les mises à jour, on va faire venir le client en concession. Non, mais là, on est d'accord, c'est scandaleux. 7 heures de mise à jour avec une opération, maintenir un mécano, ou je ne sais même pas si on peut l'appeler mécano, le pauvre, pour qu'il clique sur un bouton. C'est ça, et en fait, en plus, ils sont obligés, après, enfin, dans le cas présent, les mecs vont être obligés de s'y reprendre à 3-4 fois. C'est-à-dire que ça a duré la semaine, quoi. Et même t'imagines, pour le garage, tu as un mec qui a payé 35 heures la semaine, c'est 35 heures que tu as payé. C'était pour faire une mise à jour d'une bagnole, quoi. Et la petite plus, la mise à jour passe par l'OBD. C'est pas prévu pour. C'est pour ça que ça avance pas. Parce que le truc je trouve pas le terme, mais le truc de connexion et de transfert, un OBD pour envoyer 50 gigas, quoi. C'est pour ça que ça rame comme une vache. Ouais. Mais ce qui est paradoxal dans cette situation, je sais que c'est pas, il faut comparer ce qui est comparable. Vous allez sans doute vous foutre de ma gueule. Enfin, Mickaël est déjà au courant. Il y a quelques années, j'ai eu une. Je vois François qui opine du chef. Mais figure-toi qu'il y a quelques années, alors c'est pas un véhicule électrique, mais bon, dans le fonctionnement, il y a quand même beaucoup de choses similaires. J'ai une Toyota Prius de 2e génération. J'ai fait 40-50 000 km. Pardon? Voiture de l'année en 2008. Ah, 2003-2004, ouais. Et pour moi, super caisse. Et en termes de fiabilité, mais les taxis parisiens, dès que tu discutes avec eux, ils sont ravis, les voitures. Elles ont 300 400 000, 500 000 km. Ils font pas d'entretien dessus, tout est nickel, ils sont ravis, ça consomme rien. Alors effectivement, je sais, c'est un hybride, c'est pas un véhicule électrique, mais pour autant, dans le mode de fonctionnement, je pense que c'est à peu près la même chose. Il y a un moteur électrique, il y a des batteries, et ça fonctionne très bien. Et en plus, dans l'équation, on rajoute un moteur thermique. Alors certes, moteur thermique un peu plus simple, il n'y a pas de turbo, il y a des composants en moins, en moins, mais pour autant, ça marche très bien. Je suis désolé, je ne suis pas pro-japonais, vraiment pas, mais c'est Toyota, quoi. Ah oui, ça. Mais c'est ça qui est énorme dans ce truc-là, c'est que tu vois, moi, quand il y a eu le Dieselgate, là, ça a été quand même un cataclysme chez Volkswagen. Tu vois, moi, je me rappelle, on avait été, je sais plus si c'était avec toi, Mathias, on était allé à Wolfsburg, genre 15 jours après. Enfin, les mecs, ils étaient dévastés, machin. Et après, les gars, ça fait comme 5 ans qu'ils te disent, on va mettre, je sais pas combien de milliards sur l'électrique, machin. Quand ils ont présenté les ID3, ils t'expliquent que c'est la plus grosse nouveauté depuis la Golf et la Coccinelle, quoi. Et les mecs, putain, il a sorti avec un an de retard et en fait, c'est toujours pas au point. Donc, c'est quand même inquiétant, quoi. C'est dommage, c'est que la voiture est bien. Enfin, Nico, on l'a essayé ensemble, l'ID3, et le reste de la voiture nous a plu. Hein. Et le pire, c'est que tu as des constructeurs chinois, tu vois. Tu prends une MG, là,
Moi, toi, je suis sur le truc MG. Alors, il y a moins de voitures de vendues, il y a moins d'exemples aussi. Toi, il y en a peut-être qu'on déconne, qu'on ne l'a pas su, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui est fiable. Hein. Voilà. Il y en a Ils ont qui eu le temps de la arrivent mieux. fiabiliser aussi. Ça fait 2 ans qu'elle existe en Chine. Alors, certes, non, mais d'accord, on est d'accord. Mais bon, je veux dire, on est quand même en 2021. Sans Je rentrer dans les pense que. caricatures, sans rentrer dans les caricatures, je ne pense pas que Volkswagen dorme sur ses deux oreilles tranquillement en se disant ouais, Non, mais je pense qu'ils sont ratés on quand les même. voit comme ils sont quand même extrêmement rigoureux. Je me souviens d'une scène complètement folle il y a quelques années de ça au Salon de Genève suite je me souviens, c'est une marque chinoise, je crois d'ailleurs, qui est même plus sortie finalement, et que tu avais tous les grands pontes de Volkswagen qui étaient autour de la bagnole, et que le grand patron de Volkswagen s'est pris une Coros. la grosse, voilà, où il s'est pris une gueulante avec son contrôleur qualité qui lui a dit putain, mais nous on n'est pas capable de faire ça pour ce prix-là et vous êtes là. C'était monumental cette scène. Je pense très sincèrement que l'ID3 en interne, ça doit souffler dans quelques bronches quand même. Hein. C'est aussi une synthèse. Pour le coup, Volkswagen a presque fait du Citroën. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux projet GS ou même du projet F des années 60. Ils avaient tout tenté, c'est-à-dire la nouvelle conception de la voiture, le moteur à rotor comme moteur, les suspensions hydrauliques, qui avaient quand même bien merdé sur les premières années de la DS et qui n'étaient pas encore tout à fait étanches, on va dire. Et finalement, ils ont expérimenté le pire, c'est-à-dire que le moteur est tombé. Le brevet de conception de la caisse, comme il ne l'avait pas posé, Renault a plus ou moins déposé exactement le même. Quant à la suspension, ils se sont rendus compte que ce n'était pas économique sur une voiture petite. Résultat, le projet F était allé à la casse et Citroën, 5 ans plus tard, dû se vendre à Peugeot. Bon, je ne dis pas que Volkswagen va rejoindre Stellantis, mais au fur et à mesure, il va bien falloir se poser aussi la question de comment est-ce que Stellantis est capable d'être plus profitable que le sacro-saint groupe Volkswagen. Ça sera l'objet d'un débat dans 4 ans. Mais vous avez raison sur le fait que ce sont des véhicules qui ont du mal à être mis au point, mais Volkswagen a vraiment choisi, comme diraient les Anglais, de prendre le chemin le plus difficile. Et ils le font sur leur modèle la plus grande série, le plus attendu, alors qu'ils auraient largement pu tout étalonner sur une e-Golf, je ne vais pas dire discrète parce qu'elle se vend. Elle s'est bien vendue surtout sur la fin. Oui, et elle fonctionnait pas mal. Elle était un peu plus simple, tout à fait. Et elle fonctionnait bien. Moi, j'ai eu une e-Golf, j'avais pas de bug, hein, ça fonctionnait bien. Et moi, j'ai découvert, là, en regardant les forums de mecs d'ID3, les mecs, ils ont une ID3 qui est en panne, on leur prenne une Golf 8. Et le mec, il a la même. Et alors, moi, j'ai découvert que c'est la même interface de logiciel économique quand même. Et c'est les mêmes bugs. C'est-à-dire que le mec, il n'arrive toujours pas à se connecter en CarPlay, c'est les mêmes plantages. Et donc, ça confirme, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que le grand problème, et je fais très court, c'est qu'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, une Tesla, en gros, il y a 3 gros calculateurs au total sur la caisse. Et par contre, ce dont je suis sûr, sur une ID3, à votre avis, il y a combien de calculateurs dans une ID3 ? 14. Le brevet d'électricien est loin. 14. C'est-à-dire, en simplifiant, surtout, il y a 14 sous-traitants. L'usine à gaz. Qui font le petit logiciel ou qui ont pris des vieux logiciels. Parce que là, je critique Volkswagen un petit peu. C'est-à-dire que pour gratter de 2,50 €, parce que Volkswagen, c'est faire des trucs pas chers, gagner de l'argent. Ils savent faire, ils sont bons là-dessus, bravo. Mais simplement, ils disent à monsieur machin qui fait le truc pour l'indicateur de pluie. Ils reprennent le truc, vous me prenez le même logiciel qui est en fait un truc qui a été développé en 1965, qui claque, qui reconnaît combien la fréquence du tapage de la vitre, etc. Mais par contre, le bordel, il n'est pas capable de dire il pleut. Donc, il faut faire une routine à la con pour informer l'unité centrale qu'il pleut, pour que la voiture mette moins de puissance, machin, etc. Et le problème, c'est l'interfaçage avec tous ces trucs-là, avec tous ces sous-traitants. Et là, c'est une usine à merde. Et les gars, ils sont confrontés à ça. Ici, Cognac, j'ai. Donc, nous avons une rupture de faisceau parce qu'en fait, je n'ai pas payé les factures sur Zoom, ou c'était une mise à jour, ou c'était le board de Volkswagen qui a décidé de tout couper. Donc, on a décidé de changer de sujet. On a arrêté avec Volkswagen, on a été trop désagréable avec eux parce qu'ils aiment quand même bien. Ils font des merguez, mais bon, comme les autres, donc on les aime bien. Ils font des saucisses, nuance. Ils font des wursts. Bonne remarque, de la bourse. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de rebondir pour une petite dizaine de minutes pour la fin de l'émission de nos amis de chez Citroën. Pareil, qu'on aime bien. Mais il n'y a pas de raison que ça soit toujours les mêmes qui morfent. Ils s'en prennent plein la gueule. Moi, j'ai l'assume de dire que j'ai essayé l'Ami. Et contrairement à beaucoup de mes camarades de l'automobile thermique qui ont dit que c'était un gros tas de merde, moi, je trouve que c'est carrément malin, que c'était un super produit. Toi, t'as aimé, ouais. Et aussi, François est du même avis. Mais j'ai passé mon meilleur été avec ça. Ouais. Vraiment, moi, je me suis éclaté. Je trouve que c'est un super truc. Mais par contre… Alors, moi, je dois l'essayer le 15 octobre 2020.
Bah, Ah mais Le François, Covid est passé par là, le concessionnaire était. François, c'était pareil. Il a des trucs à nous Je sais raconter même plus sur où il son était, essai le d'amis. concessionnaire. Citroën m'a donné carte blanche pour pouvoir l'essayer dans Lyon. Et malheureusement, le Covid étant passé par là, je dois encore l'essayer. non, mais Voilà. globalement, moi, j'impose de dire chez mon dictateur, le produit, il est pas mal, franchement. Pour le prix, 6 000 balles, franchement, il n'y a rien à dire. Mais par contre, comme je voulais suivre et faire des articles derrière, je me suis mis sur Mickaël, tu as le droit de dire le contraire. Ah Euh, non, mais et j'ai suivi les groupes Facebook. Et là, les pauvres gars, et François va rebondir sur le fait que les gens sont très exigeants quand. Bah ouais, parce que quand tu n'as pas de thune et que tu mets 6 000 et que c'est un peu, tu mets ton slip sur la table et que tu en as besoin pour aller et qu'on te dit, ben, on va vous prêter une voiture thermique, tu dis, mais j'ai pas le permis, que c'est tu payes parce que. J'ai perdu un truc. Parce que ton gamin, il est apprenti en boulangerie, qui part à 4 heures du matin, et que tu t'es saigné aux 4 veines pour faire ça, et que la caisse, ça ne marche pas quand tu l'as fait démarrer. Ouais. Et en dehors de l'AMI, effectivement, c'est ce que je disais juste avant qu'on reprenne l'enregistrement, c'est qu'effectivement, le client d'une voiture assez peu chère ou moins chère aura d'une certaine façon plus de capacité à râler ou à gueuler parce qu'il a en fait plus d'intérêt ou plus de conscience de l'argent qu'il a mis dans son produit et d'investissement qu'il a produit par rapport à quelqu'un qui a beaucoup plus de moyens et qui supporte des véhicules dont la qualité de fabrication ou même l'innovation même peut être assez indigente, passer 200 000 euros. Regardez certains premium allemands dont parfois on peut se dire mais c'est vraiment ça? Et on se pose la question de vraiment la valeur même de l'objet ou de toutes les options qui se surajoutent les unes sur les autres. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre chose, hein, c'est que, comme tu le dis, oui, il y a peut-être de ça, mais il y a quand même forcément, logiquement, plus de gens qui peuvent donc se permettre de s'acheter cette voiture. Et oui. Donc la production est telle aussi que tu retrouves à avoir des échos forcément négatifs, parce qu'on ça donne une caisse de résonance. Sur les forums et autres, si tout va bien, tu ne vas pas te plaindre. Donc forcément, voilà. Mais comme tu dis, le gars qui s'est acheté sa Mercedes, je ne sais même plus son nom, là, l'écho, je ne sais plus. Je ne pensais même pas à quelqu'un précisément, mais pourquoi pas. Non, mais tu sais, le gros SUV Mercedes, là. Le GLS machin, Non, pas celui-là, le full électrique. EQC. EQC, voilà. Je pense qu'ils sont 3 en France à l'avoir acheté. Donc forcément, par rapport au nombre de gens qui ont pu acheter une AMI et rencontrer des problèmes, c'est sûr que… Et puis, cela dit, le QC est assez bluffant à conduire, mais bon. Moi, je pose une autre question. Ah, excuse-moi, François. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu au niveau de l'AMI? Alors, bon, il y avait beaucoup de problèmes, ça c'est un fait, mais où les gens pensaient acheter une voiture, tu vois, et au final, ils achètent une voiture sans permis, tu vois. C'est quand même pas la même chose. Oui, ils le savent qu'il n'y a pas de permis. Donc, alors, tu as une partie de la clientèle de l'AMI qui, je pense, effectivement, accède à la mobilité, machin, qui roulait peut-être en scooter ou à vélo, etc., qui n'a pas le permis. Mais tu as aussi des gens, moi, je m'aperçois sur le forum, tu as beaucoup de gens qui ont le permis, qui achètent ça comme deuxième voiture et qui en attendent, en fait, le service d'une voiture normale. Nico, voiture vélo, quoi. Là-dessus, c'est bien, je gueule parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand aujourd'hui, dans le véhicule, ça y est, on a perdu Nico, c'est bon, je suis de retour. Non, moi, la seule chose qui me gêne, si tu veux, c'est que là, il y a une vague de froid. Les gens qui ont des amis, souvent, Citroën n'a pas fait la segmentation marketing qu'il fallait. Mais ça, on les pardonne parce que ce n'est pas la première fois que n'importe quel constructeur est à côté de la plaque. Mais ils se sont rendus compte que c'est des gens qui ont des maisons et la voiture adore dehors. Et elle est rechargée avec juste une rallonge parce qu'en plus, de toute façon, il ne faut pas de puissance, il n'y a pas de grosse batterie. Donc, ils rechargent ça devant chez eux. C'est un aspirateur. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de réchauffeur de batterie. C'est-à-dire qu'il fait moins 5 degrés, la batterie, il faut que tu fasses 20 km à 25 km/h pour que la batterie réchauffe, pour qu'elle remonte. Excusez-moi, c'est là où je dis que c'est inadmissible. C'est qu'il y a quand même des gens, mais en plus, ce n'est pas Citroën. Moi, je vais défendre Citroën là. C'est que Citroën, il y a eu des gens qui ont décidé que ça allait être conçu, développé par des consultants. Cette voiture. Oui, il ne faut pas oublier que ce n'est pas Citroën qui l'a conçu. Ce n'est pas des mecs, c'est pas des ingénieurs de Citroën qui ont leurs défauts. Mais simplement, quand tu fais chez Citroën, il y a des process de validation grand froid qui fait que tu branches une AMI à moins 12 degrés sur le cercle polaire. Ça n'a pas été fait. Et là, il se les prennent dans la gueule. Et c'est pour ça que la voiture, elle a été assez peu vue en prototype. On en a vu quelques-uns traîner du côté de Tanger où elle est produite, Kenitra, pardon, au Maroc. Mais à partir du moment où elle a été présentée le 28 février de l'an dernier,
il n'y a quasiment pas eu de fuite de prototypes sur la route. Déjà parce qu'on s'en serait très vite rendu compte qu'il y avait un truc un peu original qui circulait sur nos routes pour une fois de temps en temps. Une poubelle avec des roulettes, c'est quand même pour ça. Mais non, mais la comprendre et la conduire, c'est l'adopter. Par GTI, c'est sûr que. Par rapport à quoi, j'ai pas entendu. La comprendre et la conduire, c'est l'adopter. Elle dit quoi, Mickaël? J'ai pas entendu. Quel truc? Non, j'ai dit par rapport à une Exam GTI, c'est sûr qu'on aurait vu la différence. Ah oui, clairement. Et secondo, il se trouve que Citroën a pour le coup eu raison de ne la proposer pour le moment qu'en France, parce qu'ils avaient prévu de la proposer dans 5 pays, l'Italie, l'Espagne, la France, le Benelux et l'Allemagne. Bon, alors l'Allemagne déjà, vu les exigences qualitatives, effectivement ils attendront la V2 ou la V3, ça sera mieux. Ils envisageaient la version anglaise, on remarquera que la colonne de direction est un petit peu courbée, donc a priori c'est pas si difficile de le faire dans l'autre sens, mais en revanche, heureusement qu'ils l'ont pas mis en Suède ou au Danemark, pour le moment, ou au Norvège. Parce qu'il y a une version norvégienne qui est prévue normalement. Ouais, alors, que j'ai rien dit. En tout cas, effectivement, je crois que si on n'a pas vu de prototype de développement, c'est parce qu'ils l'ont pas essayé. Quand tu vois les tards, ils l'ont essayé sur les circuits, mais c'est tout. Pas sur la route je pense qu'ils ont été faire 2 fois le tour du pâté de maison et ils ont dit c'est bon, quoi. Parce que il y a quand même, c'est quand même une catastrophe, quoi. Les consultants n'ont certainement pas le droit de pouvoir en parler, mais quand ils pourront un jour faire mon aventure du marketing chez PSA Stellantis 2010-2025. Ça sera merveilleux de lire comment est-ce qu'un groupe qui était connu comme celui qui payait le plus facilement, limite rubis sur l'ongle en permanence. PSA, c'était en permanence des caisses vides jusqu'en 2015 parce qu'ils payaient beaucoup trop tôt ou beaucoup trop généreusement. Ils avaient les volants les plus chers de la production automobile, les réservoirs les plus chers de la production parce que chacun avait sa différence de taille, etc. Et je vais vous rendre la parole un jour ou l'autre, mais un jour seulement. Et le fait est qu'ils sont devenus les pros de la rentabilité sous Tavares. À tel point qu'aujourd'hui, un projet chez Stellantis ou chez PSA est lancé, c'est uniquement à la charge du sous-traitant. Et ce sous-traitant-là n'est payé que si le modèle est mis sur la route. Donc, c'est terrible comme pression. Oui, c'est peut-être à ce prix que tu fais 7% de marge. Oui, c'est sûrement le résultat, effectivement, sûrement la cause-conséquence. Mais là, si tu veux, là aujourd'hui, l'exploitation de l'AMI, je pense que ça doit péter un peu la marge, parce que là, ils en sont arrivés à avoir mis des voitures en prêt en AMI, à les livrer aux clients, etc. Parce qu'à filer 4, ils donnent 400 € au mec pour le dédommager, pour les trucs. Pour aller à la FNAC, oui. Ah, t'es méchant. Non, mais non, je suis pas méchant, hein, pour le coup, oui, c'est vrai. C'est un bon d'achat de la FNAC, les 400 €. Pourquoi pas? Je savais pas. Enfin, c'est 100 €, il me semble, 100 €. Tu peux t'acheter des CD de Florent Pagny et de. Non, la François, t'es en retard. Ça, c'était le premier cadeau. Aujourd'hui, pour les campagnes de modernisation, comme le fait que tu n'aies plus la voiture pendant. Ils n'arrivent pas à sortir ça en dessous de 7 semaines où la voiture, ils te la retirent. Elle part à Ordin, à côté des lignes de production des Jumpy et des Experts. Ou en Allemagne. Il y a un deuxième centre en Allemagne. Il y a un en Allemagne. Je ne me renseigne pas assez. Tout ça pour une voiture à 6 000 €. Ouais, et il te file soit 400 balles pour te dédommager. Voiture, c'est un bien gros mot. Soit il te file une autre AMI qui normalement est fiable. Mais cela dit, on ne peut pas leur reprocher d'avoir un tant soit peu d'attention client parce que. Ah non. Ah oui. Il aura fallu 1 an quand même. Hein. Ouais, là, par contre, il aura fallu 7 mois pour qu'ils réagissent parce que je pense que ça pète tellement de tous les côtés sur les réseaux sociaux qu'ils ont commencé à se dire on est en train de faire un lancement à la XM. Flingue l'image. Les gens ne vont pas vouloir acheter. Je crois qu'on n'a pas vu ça depuis la XM, ouais. Mais à tel point que Citroën réagit officiellement sur quand tu vas sur les groupes. Postent en leur nom. Ouais. Les mecs ils postent en leur nom en disant on va avoir une solution. En gros, c'est ça le discours. Non, mais là aujourd'hui, sincèrement, moi je suis le premier à être désagréable. Citroën maintenant donne une vraie réponse en disant on vous donne de l'argent. Là, aujourd'hui, maintenant, ils sont à niveau, ils jouent vraiment le jeu. Mais ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a eu 6 mois d'atonie totale où les gens hurlaient en disant ça ne marche pas, c'est planté. Il n'y avait aucune réponse. Je me permets de dire ça parce que j'ai mis un message chez Citroën en disant il y a une communication officielle, dites-nous, on voit ce qui se passe. Communiquez, dites-nous, on est perdu, on est en train de revoir, on va gérer. Rien. Là, ça y est, ils sont dedans, c'est réglé. Alors après, il y a une autre question, c'est que tu as les problèmes de fiabilité, de machin qui peuvent être résolus, je pense, par une mise à jour globale, enfin un
un petit tour en atelier. Tu as aussi quand même, je pense, des grosses carences sur cette bagnole-là de conception. Toi. Tu parlais tout à l'heure du réchauffeur de batterie, etc. C'est pour un truc que tu vas rajouter après en atelier. Il n'y a pas de garde-boue, tu vois, il y a des mecs, l'autre fois, je voyais un mec, il a un petit chemin en poussière là, pour rentrer chez lui. Enfin, c'est une catastrophe, la bagnole, elle est... donc, je sais pas, je pense qu'il y a quand même... je sais pas comment ils vont faire. C'est toi, Nico, qui montrait des images aussi de gens, là, comme il y a de la neige, qui roulent avec la caisse, et la neige s'accumule. Oui, parce qu'il n'y a pas de garde-boue, donc la neige s'accumule, et à un moment donné, ça finit par plus avancer, quoi. Et sur la batterie, ça congèle la batterie. Non. Ah. Mais je crois que le sous-traitant, c'était Picard. C'était pas Charal pour les merguez, alors c'était changé. C'était les merguez surgelées. Ouais. Non, mais je pense que elle a été. Et les garçons du blog moteur, là, il y a d'autres choses que vous avez essayé en hybride ou en électrique à l'essai comme ça, pas trop, non, vous, c'est plutôt sur le. Non, j'ai eu l'occasion et le plaisir, parce que ça a été un vrai plaisir d'essayer la Tesla Model S, mais j'avais pas les modèles, les P100 ou autres. J'ai eu la P70, qui était, si je dis pas, ou l'entrée ou le milieu de gamme. Oui, c'est l'entrée. Voilà, et non, j'ai eu une bonne expérience, mais c'est toujours pareil, il faut se mettre dans le contexte. À titre personnel, je ne suis pas, on pourra en discuter sans doute dans d'autres débats, je ne suis pas un pro électrique. Je reconnais éventuellement comment dire, le côté technologique de la chose. Donc, comme j'adore la technologie, je trouve ça super sympa. Mais à titre personnel, est-ce que je franchirais le cap? Non, je m'arrêterai éventuellement à l'hybride. Alors, l'hybridation légère, faut pas déconner non plus, parce que voilà, parce que. Pourtant, moi, je te voyais bien en parce que certains de cons ou de vieux réacs, ce que vous voulez, mais non, je ne crois toujours pas à l'heure actuelle, en 2021, au full électrique. Et même si je trouve qu'une Tesla fait du bon boulot, à titre personnel, je suis très content de voir, alors dans la même gamme, hein, je suis très content de voir arriver Audi avec l'e-tron GT, je suis très content de voir Porsche avec son Taycan, parce qu'on est finalement sur des tarifs qui sont bien sûr supérieurs à une Model S, mais qui sont quand même plus ou moins dans la même moyenne. Et en termes de qualité, on voit bien qu'il y a quand même un gap fou. Et c'est vrai que moi, personnellement, une Model 3, même si je peux trouver ça sympathique, je trouve qu'en termes de finition ou en termes de prestations, c'est pas ce que je préfère. Voilà, D'ailleurs, Mathias, tu l'as essayé sur la Model 3, Ouais, j'avais la Tesla, donc la Model 3 Performance. C'était il y a un an et demi. J'étais parti faire des photos à Charade. Sur le circuit de Charade, j'avais évidemment pas tourné, Charade. Excellent. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette voiture. Enfin, globalement, j'ai essayé toute la gamme Model S, Model X et du coup Model 3. Par contre, je rejoins Mickaël sur l'aspect qualité. Et au fait, ce qui, moi, m'avait le plus choqué, alors, c'était pas forcément la finition intérieure, parce que malgré tout, au fur et à mesure des années, ils font quand même des progrès assez importants. Et c'était plutôt sur les assemblages carrosserie. La voiture que j'avais essayée, du coup, était neuve, pour ainsi dire. Elle avait peut-être 200-300 km. C'était pas les premiers modèles non plus. Hein. On ne pouvait pas mettre ça sur le compte de la pré-série. Ouais, c'était sorti depuis un bout de temps déjà. Ouais. C'était sorti depuis un petit bout de temps, effectivement. Et au fait, quand tu regardais, quand tu te mettais derrière et tu voyais le toit panoramique, tu te mettais côté gauche, tu te mettais côté droit et tu t'apercevais qu'il y avait un écart. En fin de compte, il n'était pas du tout centré par rapport aux deux côtés de la voiture. Et ça, je trouve que c'est inacceptable pour une voiture qui affichait 60. À l'époque, c'était 60 000 euros. Depuis, c'est un petit peu baissé, mais globalement, c'est sans dénigrer, parce que je trouve que c'est une excellente voiture. La Renault Zoé, par exemple, tu verrais jamais ça sur une Renault Zoé, d'avoir des assemblages carrosserie aussi hasardeux. Je ne permettrais pas, non, c'est sûr. Aujourd'hui, il faut reconnaître, ce qui n'était pas le cas des premières, aujourd'hui, une Zoé, il n'y a rien à dire sur cette caisse. Même les premières, sauf contre-exemple, mais je pense que tu en auras, on est maintenant avec un véhicule qui a une très forte maturité à 8 ans d'expérience, à 8 ans d'âge de batterie pour les toutes premières. Renault, d'ailleurs, ne garantissait ses batteries que 8 ans.
de façon assez prudente, parce que se disant, on ne sait jamais, on va peut-être pas aller au-delà. D'où d'ailleurs tous les contrats de location, etc., qui ont fait d'ailleurs Flores et un petit peu abîmer l'image du coup même du véhicule. Aujourd'hui, les Zoé qui avaient 210, 220 km d'origine, 150 réels, en ont toujours aux alentours de 140, 150 réels. Ouais. Il n'y a pas eu de baisse de l'autonomie, ce qui est assez impressionnant en 8 ans. Je précise, je disais sur Zoé, sur les premières générations, avec le chargeur intégré, qui avait un rendement absolument déplorable. Ah oui, au niveau de recharge, c'était de la... Oui. Mais en même temps, le moteur n'était même pas un moteur Renault, c'était un moteur Continental. Ils ont, au fur et à mesure, complètement internalisé l'ingénierie. Et quand ils ont rajouté le rotor bobiné sur le moteur qui arrivait en 2016, c'est beaucoup mieux passé. Mais quand tu regardes, moi j'ai complété parce qu'on n'a pas parlé de Nissan, mais quand tu regardes une Leaf, pas la génération actuelle qui est un gros tas de merde, mais la génération d'avant, ben non, mais c'est vrai. J'ai pas d'avis, j'ai pas testé. Mais la batterie, c'est comme ça. Je veux dire, ils en sont conscients, c'est une réalité. La génération d'avant, c'est un produit génial. Des trucs qui ont 10 ans, qui ont 300 000 km, tu as encore 85% d'autonomie. La Leaf ancienne génération, les 1 et 2, sont des super caisses. Absolument. Ils vont gratter à 2 balles pour payer les vacances de Carlos, et c'est catastrophique. Alors, tiens, moi j'ai une petite question pour terminer. Qu'est-ce que vous attendez comme nouveauté Qu'est-ce qui vous fait? Moi, il y a un truc là que j'ai vu. J'ai mis ça dans les news là, dans le Dauphiné là, il y a une semaine. Là. Il y a les tarifs de la Skoda Enyaq. Et moi, ça m'a un peu interpellé. C'est un truc qui fait 4,65 m de long. C'est un gros SUV. Et en gros, le petit Enyaq vaut, il y a 1000 balles de différence avec une grosse Zoé. 340 bornes d'autonomie. Je me demandais en fait si les nouvelles générations d'électriques là qui arrivent en 2021 vont pas un peu rabattre les cartes, tu vois. Quand tu as un gros SUV au prix d'une Zoé, je sais pas, c'est une question que je pose. Moi, j'attends rien, personnellement. J'attends rien. Tu risques pas d'être déçu. Non, mais voilà. C'est peut-être toi qui as raison, tu sais. Non, mais très sincèrement, je n'attends rien. Si je devais attendre quelque chose, alors c'est con parce qu'effectivement j'ai un pull Audi, j'avais une veste Volkswagen, donc je parle toujours du même groupe. J'en suis désolé, c'est pas que je ne connais pas que ça, mais effectivement, si je devais attendre quelque chose, je serais plus. Alors je sais qu'elle a déjà été, j'ai été vu par pas mal de gens de la presse, mais l'e-tron GT. Pourquoi ? Pas parce que la technologie, on sait pertinemment que c'est une Porsche Taycan, hein, très sincèrement, hein, les mêmes gabarits, voilà. Je pense que oui. C'est surtout en fait arriver à garder les prestations d'un véhicule thermique avec la nouvelle technologie. Et c'est ce qu'on n'a pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que Zoé est un produit à part. On retrouve des éléments, effectivement, de différents chronos, c'est vrai. Mais voilà, l'i208 a commencé à le faire, c'est vrai. Mais bon, personnellement, comme ce sont des modèles qui me touchent pas, quoi. J'ai aucune passion pour ce genre de véhicule. Si je devais vraiment être attiré par ce type de véhicule, voilà, j'irais sur des gros modèles, sur des modèles qui proposent vraiment une qualité de finition premium qu'on a l'habitude de voir sur des thermiques qui ont déjà un pied dans le secteur, quoi, voilà, donc comme l'e-tron GT, et voir finalement ce que ça donne. Parce que garder le plaisir d'un environnement qu'on a l'habitude de connaître avec une nouvelle technologie ou sur laquelle on peut avoir quelques réticences, permettrait peut-être de finalement accepter le deal parce que je sais que dans les grandes villes, malheureusement, on n'aura bientôt plus trop le choix si on veut continuer à vivre dans ces grandes villes, quoi. J'étais mauvaise langue, j'aurais pas dit accepter le deal, j'aurais dit faire passer la pilule. Je pense que c'était une façon plus diplomatique que tu as utilisée pour… Oui, avec 2 Tranxène et un Xanax, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Moi, j'habite à côté d'une zone ZFE, c'est-à-dire que si je tourne à gauche, j'ai un panneau ZFE devant ma gueule et à droite, je peux aller m'éclater, tu vois. Donc, forcément, j'ai tendance à être un peu… Mais est-ce que la pollution s'arrête à ton panneau ? Ah oui, bien sûr. Oui. Ah bon. Je vois la différence. Toi qui es quand même vraiment quelqu'un qui va dans le détail de la technique, tu ne savais pas ? Bah si, ça s'arrête. Ah oui. Ça s'arrête aussi à 20h, hein, tu sais. On avait ça quand on était gamin, il y avait le nuage de Tchernobyl, c'est pareil. Oui. Mais à 20h, ça s'arrête.
tu as le droit de circuler, la pollution s'arrête. Oui. Ça revient à zéro. Tu remets le compteur à zéro et à 20h, ça s'arrête. Météorologiquement, elle va vraiment revenir à zéro parce que moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Je suis comme Nico, je suis allé vers l'ouest par rapport à vous. Quoique François aussi, toi, tu dois être du côté un petit peu de l'ouest de la région parisienne. On s'est pris une bonne drache il y a une petite heure de ça. Donc, si tout va bien, elle arrive dans la région parisienne et peut-être du côté de Tours, hein, sait-on jamais pour Mathias, un petit peu plus bas d'ici quelques heures. Ça va coller la pollution au sol et ça va régler le problème. Les cas de pollution atmosphérique, ça serait pas forcément génial d'en parler, mais il y a certains moments où on sait que ça peut intervenir, notamment le printemps et la fin de l'hiver, on commence à y arriver. Il y a les épandages agricoles qui reprennent parce que les températures se réchauffent, enfin remontent. Et également le fait que comme il ne pleut pas, moins il pleut, moins la pollution a de chance de quitter les airs. Une fois que vous avez mis de l'eau, ça nettoie le ciel. Non, mais clairement, hein, dimanche dernier, je suis parti me balader dans les monts du Lyonnais. On a une vue magnifique sur Lyon. Il faisait très beau. Malheureusement, oui, il y avait une nappe, grise sur toute la ville. C'est indéniable. Hein. On rigole en disant que ça s'arrête aux panneaux ZFE, mais non, il y a effectivement, il y a une vraie pollution qui existe. Maintenant, de là. Pas que d'origine transport, mais effectivement, c'est la seule sur laquelle on ne peut pas empêcher les gens de se chauffer et on ne peut pas empêcher les industries agroalimentaires ou productives de tourner. Moi, je suis rassuré, si vous voulez, c'est-à-dire que là, j'étais dans Paris aujourd'hui, exceptionnellement, parce que j'y vais plus parce que ça me fatigue. Et on a eu le bol d'avoir une Porsche pour faire un tournage avec Éric Jean-Jean, et qui fait 250 grammes de CO2, mais qui est critère 1. Et donc, il mettait des contredanses dans Paris. Et il y avait un mec, je crois, qui venait de Tours, un truc comme ça, qui était avec une Prius 2, tu vois, un truc qui fait au moins 45 grammes, mais qui est critère 4, critère 3, il lui mettait 135 €, parce que c'est vrai que c'est lui qui pollue. C'est clair. Enfoiré de pollueur. Non, mais c'est n'importe quoi. On pollue la vue, peut-être. Ah, ça, c'est possible, effectivement. Voilà. Ça, on est dans des aberrations qui sont totales. Là, c'est bien. Alors, moi, je vais faire la conclusion. Donc, en fait, c'est le prochain sujet, c'est qu'on parle des ZFE et de l'escroquerie à la non, parce que là, on va vraiment partir. On va être connoté. Ça va être. On va avoir des articles sur Combini. Ouais. C'est mon rêve, ouais. Le groupe des réactionnaires automobiles. Ah ouais. Mais c'est justement là. Ça serait la gloire. On va nous appeler les hockey boomers, donc non, il va pas falloir. Mais vous dénotez un point intéressant, c'est-à-dire que pendant très longtemps, l'automobile a été un objet de liberté. Elle l'est encore pour énormément de gens. 18 ans, c'est l'ouverture du permis de conduire, c'est la capacité à aller enfin ailleurs que dans son petit précaré ou sa carte de transport. Mais c'était transgénérationnel. Ce plaisir de découvrir le transport et de prendre le volant, c'était de 18 à 98 ans quand tu n'es plus capable de conduire ou de voir à plus de 100 mètres devant toi. Aujourd'hui, avec ce phénomène de génération où on imagine que le véhicule électrique, c'est quelque chose pour les jeunes, que les gros râleurs sont uniquement des vieux, il y a facilement des biais qui s'installent. En réalité, les premiers adoptants de l'électrique ne sont pas forcément les plus jeunes, parce que ce n'est pas forcément ceux qui ont les moyens. Déjà, bah oui, quand tu vois l'âge moyen de l'achat d'une bagnole neuve, voilà. Tu te doutes bien que c'est que des vieux qui achètent des électriques, hein, clairement. Et tu te retrouves aussi avec des personnes qui, à un âge venu, ils ont beau avoir comme de volonté choisie une électrique, ça ne leur obère pas non plus un esprit critique sur le fait qu'ils ont pu perdre en performance. Il y en a beaucoup qui sont très satisfaits de n'importe quel modèle, même d'une Peugeot Ion, d'une Citroën C0. J'en emprunte de temps en temps en autopartage, je trouve toujours aussi génial de conduire ces choses-là. Reste que si vous avez un usage précis, effectivement, vous pouvez aussi regretter de ne pas avoir autant de rayons d'action qu'avant, et c'est le cas pour tous ceux qui sont aujourd'hui en train de passer du full thermique à full électrique et qui découvrent. Mais heureusement, il y a souvent et c'est aussi un autre point. Bon, je suis en train de faire une réponse qui est complètement délayée. Malheureusement, je vais encore avoir une mauvaise note à la dissertation parce que c'est pas suffisamment cadré. Mais esprit de synthèse, monsieur Mortier. Ah ouais, mais moi je suis plutôt esprit de foutaise. Et le fait est que Renault, et je crois n'est pas le seul, mais en tout cas c'est le seul à l'afficher, propose pour une Zoé avec un abonnement toute l'année, de te proposer et te le propose 30 jours d'emprunt d'un véhicule thermique, ce qui quand même ouvre totalement les chakras sur la capacité à rouler plusieurs kilomètres. François, je sais pas, toi je pense que tu te rappelles de ça. Rappelle-toi du lancement de la Smart
la toute première Smart qui n'était pas électrique, qui était une voiture 2 places thermique. Il y avait un package. Ouais, justement, l'argument de vente, c'était on vous vend une bagnole 2 places pour la ville et vous avez 30 jours tu pouvais prendre un monospace, une berline, machin. Et c'est un peu eux qui ont inventé ça, ouais. Ça a été un bide. C'était un bide gigantesque. Et du coup, je pose une autre question. En fait, justement, est-ce que le fait de rouler en électrique aujourd'hui, moi, j'arrive pas à rentrer de Paris, on a vu, j'arrive pas à rentrer chez moi en voiture électrique. Mais moi, j'arrive pas à rentrer de Paris. Alors que moi, la vision que j'ai de l'automobile, tu vois, c'est de se dire, j'ai une bagnole qui est garée en bas de chez moi, je peux me barrer, j'ai un pote qui m'appelle, dans 5 minutes, je peux me tirer à 500 bornes de là. Et en fait, tu peux plus faire ça avec une électrique. En même temps, tu le fais pas tout le temps non plus. Ah ouais, mais moi je le fais un peu de temps en temps, tu vois. Rien que le fait. Non mais c'est là, tu sais, c'est une part de rêve là-dedans. Inconscient, c'est tout à fait ça. Oui, c'est vrai, ça fait partie. Tu sais que tu as une bagnole en bas de chez toi, tu as les clés, tu peux te tirer et dire dans l'absolu, si demain tu as envie d'aller boire l'apéro à Marseille, toi tu peux quoi. En 2022-2023, on aura quasiment x3 en termes de bornes disponibles. Ça risque de quand même largement ouvrir mais tu auras les choses. Combien de bagnoles vendues aussi. Il faudra voir combien elles sont, à combien elles sont en termes de tarifs. Il y a aussi d'autres technologies qui arrivent sur le marché, notamment, enfin là, il y a Toyota toujours qui a présenté sa pile combustible. On est quand même à plus de 650 km d'autonomie. Ouais, mais alors là, c'est pareil. Il arrivera quand le réseau, tu vois, parce que. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Quand tu fais le plein dans une voiture hydrogène, tu vois, déjà tu le sens passer, parce que c'est 10 € le kilo, là, il en faut quelques-uns. Et donc c'est plus cher que de rouler à l'essence déjà. Je parle même pas du prix d'achat de la bagnole qui vaut 80 000, mais c'est surtout que. 109 000 là maintenant. Oui, c'est vrai, ça a bien baissé. Oui. Mais c'est surtout que pour l'instant, on nous vend ça comme une solution miracle. Pour l'instant, la production d'hydrogène, elle n'est pas propre. Il n'y a pas de borne. Enfin, pour moi, c'est même pas de main. Je pense que vous avez peut-être suivi. C'est que moi, j'ai découvert une chose, c'est-à-dire que j'ai discuté avec des gens qui s'intéressent à l'hydrogène et qui ne sont pas dans l'automobile, qui m'ont expliqué que le principe de la pile à hydrogène, en gros, le cœur de la question, ce n'est pas l'automobile, on n'a rien à branler de l'automobile, et qu'en fait, l'idée principale de la pile à hydrogène et de l'hydrogène, c'est la capacité à stocker de l'électricité. Tout à fait. Et qu'en fait, c'est ça l'innovation, c'est-à-dire c'est d'arriver à avoir une solution pour que, quel que soit le moment où tu produis de l'électricité, tu arrives en fait avec cette électricité à produire de l'hydrogène, et donc c'est un produit que tu arrives à stocker alors que de l'électricité n'a qu'à pour la stocker. Alors c'est plus facile de stocker. Enfin, moi j'ai découvert ça, je reconnais. Non, mais le problème numéro 1 de l'électricité, c'est ça, c'est de l'arriver à la stocker. Et donc c'est un intermédiaire, c'est un tampon pour arriver à faire du stock entre guillemets d'électricité. Après, il y a d'autres applications. Moi j'ai un oncle qui a pété les plombs il y a 15 ans, il voulait plus voir Paris, tu vois. Il s'est acheté un chalet à 100 bornes de Paris au milieu d'une forêt. Le village est à 6 km, tu vois, il n'y avait même pas l'eau ni l'électricité. Lui, il stocke ça, tu vois, dans des grosses. Il a acheté 2 grosses batteries de camion, tu vois. Il stocke son électricité là-dedans, mais toi, t'en perds la moitié. C'est pas. Lui, à la limite, tu vois, il lui faudrait une pile à hydrogène, enfin un truc, mais sauf que pour la bagnole. Je dis pas qu'il faut pas aller dans cette voie-là, mais bon, pour l'instant, ça n'arrête pas le problème. Si tu vas acheter une voiture demain, tu ne vas pas acheter ça. Merci, je vais faire court. Merci d'être venu. Bon, ça a pas mal fonctionné. Moi, je suis content. L'auteur qui décide de faire le prochain sujet apéro. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story, et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story.